Bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir au deuxième webinaire de ce cycle dédié à la santé des femmes. Cycle qui a été composé avec maestria par Elisabeth Éléphant, à qui je vais passer tout de suite la parole. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la santé des femmes au fil des âges, la femme adulte jusqu'à la ménopause. Elisabeth ? Merci Olivier, bonjour à toutes et bonjour à tous. D'abord, je remercie le public d'être avec nous, ainsi que évidemment toutes les personnes qui vont aujourd'hui parler avec nous d'une problématique qui nous tient à cœur, qui est d'abord la santé des femmes et qui est déclinée aujourd'hui sur les aspects de la santé des femmes au-delà de l'adolescence que nous avions donc évoqué la dernière fois, avec des problématiques qui sont des problématiques importantes à soulever, qui à la fois vont envisager des aspects médicaux, c'est bien évident, mais aussi des aspects qui relèvent de sciences humaines et sociales au sens large. Et c'est pour ça que nous avons le grand plaisir d'accueillir aussi, en même temps que des médecins experts aujourd'hui, une témoin qui sera, à mon avis, de grande importance pour nous tous. Donc, nous allons aborder différents aspects des pathologies de la femme en âge de procréer et jusqu'à la ménopause. Et donc, nous allons commencer par aborder un sujet qui est extrêmement important, qui est le sujet de la douleur, qui va être envisagé par différentes intervenantes, donc par le professeur Gisèle Pickering et par un témoin, qui est donc Lisa Dayan, ici présente, que je remercie une fois de plus. Et ensuite, nous aborderons dans cet aspect aussi de la douleur le problème de l'endométriose, qui va être traité par une experte du sujet, membre de l'Académie de médecine, qui est le professeur Rebaud, qui est. Et donc ensuite, nous verrons la suite du programme ensemble. Je vous remercie toutes et tous. Et donc, je vais laisser la parole en premier chef à, je ne sais plus quel était l'ordre qu'on avait prévu là pour tout de suite. C'est Lisa qui commence. Je vais faire un mot d'introduction. Voilà. Merci Elisabeth pour cette introduction de ce webinaire. Donc, première partie de cette table ronde qui est consacrée à la douleur. Et on peut se poser beaucoup de questions sur la douleur, sa prise en charge, le genre d'ailleurs du thérapeute qui prend en charge la douleur. Est-ce que ça change quelque chose? Et je voudrais passer tout de suite la parole à Lisa Dayan, qui a écrit un livre qui s'appelle « Couper la douleur » et qui va nous raconter rapidement son histoire et puis on va dire les points qu'elle a rencontrés dans sa prise en charge, parce que son histoire est tout à fait singulière. Bonjour, merci. Du coup, oui, aujourd'hui, je suis là pour parler du récit de mon livre, du coup, qui s'appelle « Couper la douleur », où sous forme d'enquête intime, je raconte 10 ans de douleurs pelviennes, et plus précisément du vulvodynie et de vaginisme. Donc voilà, c'est un livre assez intime, très personnel, où vraiment je retrace un peu tout mon parcours médical à la fois, mais aussi très intime dans mes relations, dans tout ce qui a pu se passer pendant ces 10 ans. Et c'est un travail que je n'avais pas fait pendant 10 ans, parce qu'on ne m'avait jamais vraiment posé de questions sur mes ressentis pendant ces 10 ans-là. Donc ça a été vraiment une enquête. Et c'est voilà, un travail assez intéressant où j'explique en détail tout ce que j'ai pu ressentir. C'est vrai que jusqu'à la publication de ce livre, j'avais pas mal de colère face aux médecins et au milieu médical qui, selon moi, n'a pas su m'amener vers une meilleure compréhension de mon corps et vers des protocoles qui auraient pu m'aider dans ces moments-là. Donc j'ai été diagnostiquée pour le coup, moi, assez vite, au bout de 2-3 mois, ce qui est assez rare dans le cas des douleurs pelviennes. Ce qui, je pensais, était une aubaine et était quelque chose de positif. Et au final, pas du tout, parce qu'une fois que j'ai eu ce diagnostic, je n'ai pas forcément eu derrière d'aide ou en tout cas de protocole médical. Ça a vraiment été traité comme quelque chose d'assez physique et on n'a pas du tout pris en compte l'aspect psychologique des douleurs. Et donc moi non plus, parce que du coup, quand on nous aide pas à le comprendre, l'impact que ça peut avoir sur l'émotionnel, ben on se sent, j'aime pas ce terme, mais c'est celui que j'utilise, on se sent un peu folle en fait au bout d'un moment, parce que la douleur chronique rend un peu fou. Et quand c'est pas quelque chose qui est pris en compte, ben on a vraiment l'impression
on se sent extrêmement seule, assez honteuse. Donc voilà, donc c'est des moments où, en fait, je pense que les médecins ont leur rôle à jouer sur cette partie-là, sur nous expliquer, en fait, au-delà du physique, ce qu'est la douleur, l'impact qu'elle peut avoir sur notre psychologique. Les douleurs pelviennes, c'est des douleurs qui sont psychosomatiques. Moi, au début de mon parcours, on m'avait dit que c'était pas le cas, que c'était complètement physique. Et je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'il y a un aspect dans les douleurs chroniques complètement psychologique. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir pendant les 10 ans. C'est une écoute, une oreille, c'est plus d'empathie sur ce que je ressens, c'est m'amener vers une écoute de mon corps. Je pense que j'ai guéri grâce à moi. J'ai pas vraiment suivi de parcours médical. Les 5 premières années, j'avais un parcours médical très intense, donc j'ai eu des injections de toxines botuliques, une vestibulectomie, des choses très médicales, un suivi avec des sages-femmes. Tout ça n'a rien donné, au contraire, n'a fait qu'empirer la douleur. Et les 5 dernières années, j'ai décidé de tout arrêter, donc j'ai rien traité, ni l'aspect psychologique, ni l'aspect physique. J'ai vraiment guéri grâce à moi, grâce à une écoute de mon corps, une envie d'aller mieux, une envie justement d'être moins violente face à mon corps, d'écouter ce que la douleur voulait dire. Et je pense que c'est important, oui, d'apprendre ce que c'est aux patientes et aux patients, l'écoute de son corps. Qu'est-ce que la douleur veut dire? D'où elle vient? Pourquoi? Comment essayer justement d'analyser? Moi, on m'a posé la question, est-ce que vous vous êtes fait agresser sexuellement? C'était pas le cas, donc c'était pas psychologique, c'était forcément physique. Je pense que le traumatisme, ça veut dire plein de choses et c'est important d'aller avec le patient et la patiente pour comprendre, dans mon cas, quel est notre rapport à l'intimité, quel est notre rapport à la sexualité, que ce soit comment on l'a abordé à l'adolescence, que ce soit comment on nous l'a appris dans la famille, que ce soit la relation amoureuse dans laquelle on est. Moi, j'étais dans une relation très toxique. Au moment où c'est arrivé, on ne m'a pas du tout posé de questions sur ma relation amoureuse. Donc, je pense qu'il y a un aspect très physique qui a été traité, pas du tout l'aspect psychologique. Moi, ça m'allait très bien à ce moment-là aussi, parce que je n'avais pas envie de comprendre ce qui se passait dans ma tête. Et du coup, ça a duré 10 ans. Ça a été très, très long. Ça a pris beaucoup de temps. Merci de ce témoignage qui est très fort, qui nous, en tant que médecin, en tant que sage-femme, ça nous ramène devant une réalité qui est que un être, c'est pas simplement un corps, c'est aussi un vécu, c'est aussi une expérience, c'est une interaction avec les autres. Et ce qui est intéressant dans ce que vous décrivez, c'est justement le fait que l'interaction a été très, on va dire, très rationnelle. L'évaluation de la douleur sur une échelle de 1 à 10, j'imagine, ce genre de choses. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui a fait le déclic pour trouver des soignants qui ont pris en compte cette dimension de la douleur? Et puis ça me permettra de faire la transition ensuite avec Gisèle, justement, sur la prise en charge globale de la douleur. Mais qu'est-ce qui, au bout de ces 5 ans, a fait que vous avez pris une autre dimension de votre soin et que ce n'est pas resté simplement quelque chose qui était dans le soma pur, quoi? Alors, sur la douleur de 1 à 10, c'est assez intéressant. C'est très difficile de donner un chiffre. On a envie de dire 10 tout le temps, mais en même temps, on a un peu honte de le dire parce que tu compares avec d'autres personnes qui souffrent. Donc moi, je la décris dans le livre, je lui donne une couleur, une forme, je décris vraiment ce que j'ai ressenti. Et ça, c'est, je pense... moi, on a beaucoup moqué, ou en tout cas, on a beaucoup dénigré ma douleur. Je pense que quand on la décrit, c'est plus difficile que quand on donne un chiffre, de dire que c'est pas vrai. Sur qu'est-ce qui s'est passé au bout de 5 ans. Donc, j'ai passé les 5 premières années à Londres. Au bout de 5 ans, je suis arrivée à Paris. J'ai essayé de chercher des médecins pour continuer de m'accompagner. Et j'ai trouvé personne. Personne ne savait vraiment ce que j'avais. Personne ne comprenait vraiment. Et j'ai vu un gynécologue qui était à 3 jours de la retraite, qui lui savait ce que c'était, qui en avait déjà entendu parler, et qui m'a dit « Je pense qu'il est temps que vous laissiez tranquille.
vous avez fait des injections, une opération, vous avez des rapports, parce que moi je continue à avoir des rapports douloureux vu que la douleur n'était pas considérée, donc pour moi fallait la casser plus que l'écouter. Il m'a dit, je pense qu'à un moment donné, il faut que vous vous laissiez tranquille, que vous arrêtiez, et un jour, peut-être, à force de plus de douceur avec vous-même et envers vous-même, les douleurs partiront. Et là, j'ai juste décrété que c'était mon talon d'Achille et qu'en fait, j'allais juste vivre avec. Et vivre avec voulait aussi dire la prendre un peu plus en considération et essayer de comprendre à quel moment elle intervenait, parce que j'avais des douleurs aussi en dehors des rapports, toute la journée, juste assise. Et donc, essayer de noter un peu dans ma tête les moments où ça apparaissait. Et donc, j'ai fait ce travail-là un peu toute seule, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui déclenchait cette tension à ce niveau-là. Alors, Gisèle, je pense que c'est l'occasion d'une transition qui est tout à fait importante. D'abord, ce qui serait intéressant, c'est que vous nous rappeliez la place de la douleur on va dire dans les plaintes humaines. Et puis, quand on a préparé cette table ronde, vous nous avez parlé de surreprésentativité de la douleur chez la femme. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Puis après, on parlera justement de cette prise en charge et de ce côté psychosomatique de la douleur. Est-ce que c'est toujours fait? Est-ce que c'est... Voilà. Bien, bonjour à tous. Oui, en effet, la prévalence de la douleur chronique, c'est très élevé. De manière générale, c'est autour de 25% dans la population générale, avec une surreprésentation chez les femmes. Alors bien sûr, lorsqu'on compare hommes et femmes, bien sûr, il y a des pathologies qui sont spécifiquement féminines et bien sûr qui n'affectent que les femmes, comme vous nous avez témoigné. Et puis, il y a les douleurs chroniques de manière plus générale, où là, dans 80% de cas, les femmes sont plus douloureuses, de manière tout à fait générale, que ce soit pour les douleurs musculo-squelettiques ou du cancer, etc. Donc on a vraiment une surreprésentation, et dans tous les domaines, que ce soit les lombalgies, que ce soit les migraines, que ce soit les douleurs musculo-squelettiques, que ce soit même les douleurs neuropathiques, c'est-à-dire quand on a une atteinte d'un nerf. Hein. Donc on a vraiment cette surreprésentation qui est vraiment très très marquée, qui est liée certainement à plusieurs facteurs dont on parlera peut-être après. Et ce qui est intéressant, c'est sur le thème dont on parle aujourd'hui, qui couvre donc de l'adulte à la ménopause. On a bien sûr cet grand espace où il y a des changements dans le type de douleur que l'on peut rencontrer. C'est-à-dire qu'à partir de l'âge adulte, bien sûr, il y a les dysménorrhées, il y a les douleurs du postpartum chez les femmes en âge de procréer, il y a les migraines, il y a ensuite plus les douleurs musculo-squelettiques ou ostéo-articulaires qui, là, sont plus importantes chez les femmes. Hein. Plus de 20% de femmes souffrent de ces douleurs entre 40 et 60 ans. Et il y a vraiment un point très marquant entre 40 et 60 ans, cette période de pré- et périménopause, puisque ça peut arriver aussi assez tôt, où là, on a des changements physiologiques importants et aussi des changements sociétaux, très souvent. Hein. Donc, on a les premiers signes du pré-vieillissement qui se manifestent aussi par des variations des contrôles, ce qu'on appelle les contrôles inhibiteurs de la douleur. Donc, en fait, on a tous ces changements avec, bien sûr, une augmentation du risque de cancer, en particulier cancer du sein, avec des douleurs liées bien sûr au cancer du sein. Et dans les traitements du cancer du sein, on connaît très bien les anti-aromatases, par exemple, hein, qui vont affecter, qui vont avoir comme conséquence des myalgies, des arthralgies chez 50% des patientes. Donc on a par définition beaucoup plus de douleurs. Et puis on a un fond qui couvre en fait tout le long chez les femmes, c'est ce qu'on appelle les douleurs nociplastiques, que l'on appelait auparavant les douleurs dysfonctionnelles, cinématérias. C'est un terme que je n'aime pas du tout, mais voilà, aujourd'hui on a une nouvelle définition internationale de ces douleurs nociplastiques, c'est-à-dire quand on n'a pas vraiment un point objectivable de trouver quelle est la cause. Et là, on a vraiment une prédominance chez les femmes avec bien sûr les fibromyalgies, les syndromes de l'intestin irritable, la cystite interstitielle, etc. Donc on a pour chacune des catégories de la douleur, des différents types de douleurs, que ce soit la douleur aiguë, chronique, neuropathique ou nociplastique, on a une surreprésentation chez les femmes. Alors, qu'est-ce qui explique cette différence qu'il y a entre les hommes et les femmes, justement, sur ce ressenti de la douleur et sur cette survenue de la douleur ?
Alors c'est une question qui revient bien sûr dans la littérature et on n'a pas toutes les réponses encore aujourd'hui. Alors la réponse, je dirais, essentielle, c'est bien sûr les œstrogènes qui sont importants puisqu'on suit ces évolutions de la douleur au cours du temps avec les variations aussi hormonales chez la femme au cours du temps. Donc ça c'est le point essentiel qui a été vraiment très répertorié et dont on est sûr que les hormones jouent un rôle important. Mais ce n'est pas le seul point, puisqu'on sait aussi qu'au niveau sociétal, au niveau psychosocial, il y a des variations. Dans ce qu'on a dans les rapports, on sait que les femmes vont répondre plus souvent aux études épidémiologiques. Et puis souvent, l'évaluation de la douleur, comme vous nous en avez très bien parlé, est aussi teintée d'autres problèmes secondaires, d'autres comorbidités, puisqu'on sait qu'il y a plus de dépression, anxiété chez les femmes, qui peuvent aussi teinter l'évaluation elle-même de la douleur, qui peut être troublée par les médicaments qu'on prend aussi et par la dépression sous-jacente. Donc il y a plusieurs points qui font qu'on a ça, mais on reste encore, il y a beaucoup de recherches qui se font sur ces différences. Et il y a, je dois dire, on en a encore parlé à l'Académie mardi, quelqu'un est intervenu sur ça, il y a encore très peu d'essais cliniques chez les femmes par rapport aux hommes. Donc on a, traditionnellement, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits de tout temps sur la douleur chez les hommes essentiellement. Alors chez les animaux, en préclinique sur les mécanismes, aujourd'hui il y a des règles qui font qu'il faut avoir autant de mâles que de femelles chez l'animal, mais aussi en clinique, dans les essais cliniques ou dans les études chez des volontaires sains pour regarder les mécanismes physiologiques. Donc ça n'est pas pour dire qu'il y a moins de douleur chez les femmes ou que c'est pareil. C'est sûr que les femmes sont plus sensibles à la douleur pour différentes raisons, probablement en majorité hormonale, mais il y a besoin encore de beaucoup de recherches dans ce domaine. Est-ce qu'il y a une dimension qui est, on va dire, qui est sociale ou éducative par rapport à ce ressenti ou cette expression? Oui, alors ça, c'est un point très intéressant. Effectivement, il y a vraiment ce point social ou sociétal, puisqu'on peut l'étendre à ça, puisque la petite fille, dès l'enfance, a ces douleurs de dysménorrhée qui peuvent toucher, on le sait aujourd'hui, 70 à 90% des femmes, même si ça s'atténue au cours du temps, alors que les garçons n'ont pas cette expérience d'imprégnation chronique de la douleur. Et c'est vrai que ce point-là est retenu comme un des points qui fait que souvent les femmes vont peut-être se plaindre pour des problèmes d'ordre gynécologique un peu plus tard, parce que finalement, ça fait partie de leur quotidien. Et une des raisons fait que, mais je pense que vous en parlerez juste après, par rapport à l'endométriose, par exemple, quand on voit l'errance des femmes avec souvent autour de 7 ans en moyenne, mais certainement plus élevée, c'est probablement lié à ça aussi. C'est-à-dire que finalement, on est un peu plus habitué à avoir cette douleur chronique qui fait que c'est presque dans la normalité, ce qui ne devrait pas l'être. Voilà. Donc il y a vraiment des différences sociétales et ça a été étudié. Les premiers souvenirs de la douleur d'un garçon et d'une fille ne sont pas les mêmes. Les filles vont se souvenir de choses vraiment très aiguës. Un garçon va plus se souvenir de choses qui sont un peu plus traumatisantes ou tomber en roller skate, alors qu'une fille va avoir un niveau de douleur plus marqué, vraiment comme souvenir. Alors, vous parliez de l'endométriose, c'est l'occasion de passer tout de suite la parole à Christelle Rubaud-Guillet. L'endométriose, justement, c'est un problème qui est un problème majeur. J'aurais tendance à dire qu'on l'a découvert politiquement extrêmement tard, puisqu'il y a eu un plan qui a été déterminé autour de cette endométriose et de sa prise en charge, alors que c'est quelque chose qu'on apprenait dans les études de médecine depuis déjà très longtemps. Non ? Non, malheureusement. Alors j'étais dans une bonne phase. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est l'endométriose, justement sa prévalence et les facteurs qui sont autour de sa prise en charge? D'abord, pour rebondir sur la stratégie, en effet, elle est toute récente, la 2022, la stratégie nationale pour aider à la prise en charge des patientes endométriosiques. Mais en effet, ça faisait longtemps que les associations de patientes et les collèges et les sociétés savantes et même l'Académie de médecine avaient alerté sur le fait que l'endométriose était un problème de santé publique. Alors l'endométriose, qu'est-ce que c'est ? C'est la présence en dehors de l'utérus de cellules de l'endomètre.
Les cellules de l'endomètre sont les cellules qui tapissent l'utérus, la cavité utérine, et qui sont responsables des règles. Et quand on pense que le mécanisme de l'endométriose, un des mécanismes, c'est qu'au moment des règles, ces cellules peuvent refluer par les trompes et se retrouver dans la cavité abdominale. Elles peuvent toucher l'appareil gynécologique, mais aussi urinaire ou digestif. On parle de maladie endométriosique que quand il y a des symptômes. On peut avoir de l'endométriose et ne pas avoir de symptômes. On pense que ça touche néanmoins 10% des femmes en âge de procréer, même peut-être plus, parce que certaines ne sont pas diagnostiquées. Dans les symptômes, on a les douleurs de règles qui vont parfois en s'intensifiant, et puis l'évolution vers la douleur chronique. Et quand ça touche l'appareil urinaire ou digestif, on peut avoir des symptômes à ce niveau-là, donc des difficultés mictionnelles, des cystites, des infections de sang dans les urines, des perturbations du transit, diarrhée, constipation, sang dans les selles. Et on sait aussi que l'endométriose est une des grandes causes de l'infertilité. Donc c'est tous ces symptômes qui font qu'on peut évoquer l'endométriose. Alors comment on fait le diagnostic de la maladie? Pourquoi il y a autant d'errance diagnostique? 7 ans pour diagnostiquer une pathologie comme l'endométriose, ça semble extrêmement long. Je me souviens d'avoir travaillé sur des inflammations chroniques des articulations, en particulier la spondylarthrite ankylosante et la polyarthrite rhumatoïde. On était à des errances diagnostiques de 2 à 4 ans. Et là, on arrive à des errances diagnostiques de 7 ans. Pourquoi on arrive à ça? Alors, en effet, on tape en moyenne vers les 7 ans, quel que soit le pays et quel que soit l'accès aux soins, et c'est ça qui est malheureux. Comment on fait le diagnostic? On fait le diagnostic sur l'interrogatoire, on va chercher les symptômes dont je viens de parler. L'examen clinique, où on va chercher des lésions qui peuvent parfois être palpables à l'examen gynécologique ou des lésions qui peuvent être visibles sur le vagin. Et les examens radiologiques, échographie en première intention et IRM en deuxième intention. Pour autant, pourquoi on a un long délai diagnostique? On l'a évoqué déjà tout à l'heure. Il y a le fait que on peut minimiser, les femmes peuvent minimiser leurs symptômes, que l'entourage familial peut lui-même dit qu'avoir des règles douloureuses, c'est assez normal. On sait qu'il y a un terrain familial, donc parfois la mère elle-même a eu de l'endométriose et puis s'en est accommodée et puis va peut-être minimiser les symptômes de sa fille. Donc on va dire que l'entourage peut être responsable, la patiente elle-même, parce qu'elle va minimiser ou penser que c'est assez normal d'avoir des douleurs. C'est sociétal aussi, parce qu'on va 97% des femmes atteintes d'endométriose ne disent pas dans leur milieu professionnel qu'elles sont atteintes d'endométriose parce qu'elles pensent que ça peut nuire à leur carrière. Et de se justifier de leurs absences, c'est compliqué. Et puis les médecins, on n'est pas si bien formés que ça, malheureusement. La question de l'endométriose est aux études de l'internat de médecine que depuis 2020. On parlait de l'endométriose dans l'infertilité, on parlait de l'endométriose dans la douleur, on l'évoquait dans les douleurs chroniques, mais il n'y avait pas une question endométriose. Donc je pense qu'on a rattrapé aussi la formation des praticiens, que ce soit le médecin généraliste jusqu'aux spécialistes. Et l'endométriose, on a maintenant des tests diagnostiques, en particulier un test salivaire qui est arrivé, qui a été remarqué par la Haute Autorité de Santé, et je crois que la ministre de la Santé, enfin la ministre de la Santé en ce moment, c'est un peu une gageure, mais a décidé quand même d'en mettre à peu près 2000 à disposition des patientes. Donc on va pouvoir diminuer cette errance diagnostique peut-être. Puis la deuxième chose, c'est après, une fois qu'on a fait le diagnostic, il faut traiter. Et comment on traite l'endométriose? Alors tout d'abord sur le test salivaire, ça consiste à mettre un petit coton-tige, récupérer de la salive et puis rechercher à l'intérieur des marqueurs dans le micro-ARN. La sensibilité de ce test a été évaluée sur 80 centres en France, puisque c'est une start-up française qui a développé ce produit. Et ce test serait sensible à 93%. Toutefois, je l'ai dit, l'interrogatoire, l'examen et la radiologie permettent très très souvent de faire le diagnostic. Donc pour l'instant, ce qui est en train de se mettre en place, c'est d'évaluer ce test pour quelle place il va prendre
dans la stratégie diagnostique. Il n'est pas prévu qu'il soit un test de dépistage, parce qu'on sera sûrement néfaste à aller chercher des patients, des femmes qui sont asymptomatiques dans la population générale et entraîner un surcoût de traitement, de consommation du soin. Donc on est en train actuellement d'évaluer la place que doit prendre ce test. Mais quand on a les bons interlocuteurs au bon moment, normalement le diagnostic peut se faire. En ce qui concerne le traitement, c'est ça ? Le traitement, déjà on va traiter que les femmes qui sont symptomatiques. On ne traite pas s'il n'y a pas de souci, on va surveiller. Le traitement hormonal est le traitement de première intention. Le but va être de mettre en aménorrhée, c'est-à-dire de ne plus avoir de règles, associé parfois à des prises en charge de la douleur spécifique, quand il y a une douleur chronique qui s'est installée. Et puis on peut avoir recours à la chirurgie quand on échec de traitements médicaux. Toutefois, cette pathologie a une répercussion médicale, mais aussi sexuelle, psychologique. Et donc on a une prise en charge multidisciplinaire qui doit se mettre en place avec une aide sur tous les plans, sexologique, psychologique, social. On peut apporter aussi des soins de support pour aider au bien-être de ces patientes. On parlait tout à l'heure avec Gisèle de la question de la fertilité. Fertilité et endométriose, on dit que pour les femmes, justement, c'est une des grandes causes d'infertilité. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres par rapport à ça ? Et est-ce qu'il y a des façons de prendre en charge l'endométriose qui vont améliorer, justement, la fertilité des femmes qui sont touchées ? Alors en effet, la fertilité des patientes endométriosiques peut être altérée. Les grossesses spontanées sont plus difficiles à obtenir. Pour autant, il y a des femmes atteintes d'endométriose qui ont des grossesses faciles. Mais la difficulté d'obtenir une grossesse est proportionnée à la sévérité des lésions. Plus on a des lésions importantes, moins on sera fertile. Et on parle dans la population des femmes infertiles, on pense que 25% ont une cause liée à l'endométriose. Donc c'est très important. Donc c'est important aussi dans la prise en charge de ces patientes de questionner le couple sur leur projet de grossesse et les accompagner pour qu'il n'y ait pas là aussi un retard à la prise en charge de l'infertilité. Cette infertilité, elle est multifactorielle. D'abord, l'endométriose touche l'appareil gynécologique. On peut toucher les trompes, donc il peut avoir une difficulté de rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Il peut avoir des dysovulations, les ovulations sont de moins bonne qualité, il y en a moins souvent, la qualité des ovules est moins bonne, les embryons sont de moins bonne qualité, il y a une toxicité pour les spermatozoïdes, tout un milieu inflammatoire défavorable. Il ne faut pas oublier que ces femmes, elles ont mal, et elles ont mal pendant les rapports, et quand on a mal pendant les rapports, on a moins de facilité à obtenir de grossesse. Donc quand on reçoit un couple qui a un projet de grossesse dont la femme est atteinte d'endométriose, et selon la gravité, on va leur dire s'ils peuvent essayer spontanément ou pas. On va faire un bilan de fertilité de l'ensemble du couple pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres paramètres qui peuvent toucher la fertilité. Et en fonction, on va les orienter vers la procréation médicale assistée ou, si la patiente est très symptomatique, avec une chirurgie. Donc on peut faire tenter spontanément ou avoir une aide à la procréation ou un couple chirurgie puis grossesse spontanée ou chirurgie puis procréation médicale assistée quand même, parce que les paramètres ne sont pas rétablis. La chirurgie est là pour améliorer la fertilité, mais aussi la symptomatologie de ces patientes. Donc il y a des facteurs d'espoir pour les prises en charge de ces femmes qui souffrent d'endométriose. Alors, l'une des problématiques, ça reste quand même qu'il faut être en contact avec les bonnes équipes soignantes. La question des réseaux de soins, la question de la prise en charge dans des territoires qui sont des territoires de plus en plus désertifiés sur le plan des professionnels. On en reparlera tout à l'heure avec Éléonore Bleuzen qui est sage-femme, qui peut vous aider aussi dans la prise en charge de ces patientes. Mais qu'est-ce que vous souhaiteriez voir mis en place justement pour que on puisse avoir une prise en charge qui soit une prise en charge de qualité, sachant que, d'après ce que vous me dites, nos confrères médecins généralistes ne sont pas forcément les plus à même de faire les diagnostics. Si, ils sont quand même très sensibilisés. Mais si on reprend, l'endométriose, c'est un vrai problème de santé publique, puisque c'est très fréquent.
on a une errance diagnostique et il y a un impact médical, psychologique, sexologique, une douleur chronique qui se met en place. Donc il faut une prise en charge multidisciplinaire. Mais tout le monde n'a pas besoin de la même chose au même moment. Et une femme elle-même va évoluer dans sa pathologie. Donc il faut une prise en charge graduée et une prise en charge proportionnée aux lésions et à la symptomatologie. Donc la stratégie nationale a été l'occasion de pousser les régions à s'organiser, même si certaines l'étaient déjà, à organiser des filières de soins. Des filières de soins dans lesquelles il y aurait une graduation des prises en charge, un peu comme les maternités, où il y a des niveaux 1, niveau 2 et niveau 3. Niveau 1, c'est la proximité qui va permettre d'évoquer le diagnostic, peut-être mettre en place les premières thérapeutiques, donc médecins généralistes, sages-femmes, éventuellement gynécologues médicaux. Et puis après, on a des niveaux 2 qui sont pour des prises en charge plus multidisciplinaires, des patients plus complexes. Et puis on identifie aussi des centres dits de recours, niveau 3, qui a toutes les compétences pour les prises en charge extrêmement complexes, où les cas sont discutés dans des réunions de concertation pluridisciplinaires, où il y a tous les pans de la médecine pour discuter du cas, où on peut faire de la chirurgie multidisciplinaire, parce qu'on a dit que ça pouvait toucher l'appareil gynécologique, urologique et digestif, où on a des centres de la douleur chronique, des centres de procréation médicale assistée et des radiologues spécialistes. Donc l'idée, c'est de graduer les soins, mais aussi que les patientes puissent accéder aux soins le plus rapidement possible pour diminuer ce délai diagnostique, que tout le territoire soit couvert et qu'on ait une amélioration du temps de diagnostic, mais aussi de la prise en charge, sans que les centres de recours soient noyés par des demandes qui ne sont pas les patients qui ne nécessitent pas ce soin, et inversement, que proche de son domicile, on puisse avoir un répertoire de médecins sensibilisés à l'endométriose et qui sont capables de porter le diagnostic et d'initier le traitement, et qui a autour de lui, ce médecin, un réseau pour adresser si nécessaire. Voilà l'idée de la stratégie. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On va passer aux questions-réponses. Peut-être, Elisabeth, une question ? Je vais déjà faire une intervention concernant l'objectif en fait, de cette table ronde, et je remercie encore chacune d'avoir apporté sa contribution. Il est évident que nous avions construit cette session, cette partie du webinaire autour de la douleur. Et pourquoi la douleur chez la femme ? Parce que clairement, je vous prie de m'excuser, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'étais un petit peu dans le rush, c'est qu'en fait, il y a vraiment un stéréotype de genre lié à la douleur, et ça, c'est bien mis en évidence dans toutes les études, c'est-à-dire que la perception à la fois individuelle et collective de la douleur chez la femme est complètement liée au fait qu'il s'agit d'une femme, et que cette perception va être complètement différente lorsqu'il s'agit d'hommes. Donc, nous avons souhaité avoir le panel le plus large et le plus intéressant possible pour soulever une question qui est dans la droite ligne de ces débats, c'est-à-dire qu'il y a un vrai stéréotype de genre lié à la douleur qui, comme vous l'avez rappelé à différents niveaux, relève à la fois d'éléments physiologiques qui sont donc intrinsèques à la physiologie féminine, hormonale, etc., et qui sont aussi par ailleurs sociétaux ou culturels, j'aurais plutôt tendance à dire culturels, qui sont liés à la douleur chez la femme et qui nécessitent qu'on y travaille de manière à ce qu'évidemment on évite de tomber dans les écueils qu'on vient de découvrir, entre guillemets, qu'il s'agit de l'endométriose, qui est une pathologie si fréquente et qu'on découvre avec maintenant des plans d'action alors que c'est une maladie très ancienne et qui a conduit un certain nombre de femmes à des errances diagnostiques et à une vie complètement cabossée à cause de ces douleurs non prises en charge ou mal prises en charge, ainsi que l'a rappelé Lisa dans son expérience personnelle. Donc il me semble que nous étions dans une perspective d'essayer de contribuer à faire avancer les connaissances et ce qui peut, comme le titre du livre de Lisa, casser la douleur chez les femmes, c'est-à-dire faire en sorte que le corps médical, qui connaît beaucoup de choses mais qui en a encore beaucoup à apprendre, ainsi que les patientes elles-mêmes et toutes les personnes qui les entourent soient sensibilisées au fait que la douleur chez une femme n'est pas normale, que la douleur tout court n'est pas normale et que la prise en charge d'une douleur chez une femme doit être attentive. Et le fait qu'une jeune fille, dès ses premières règles, ait mal au ventre jusqu'à ce qu'elle soit ménopausée, ne signifie pas le fait que cette douleur doit être intégrée dans son quotidien de façon absolument neutre, comme si rien ne se passait. Donc je pense que là,
cette matinée était là pour insister sur cet aspect, je n'ose pas dire militant, parce que ce n'est pas du tout le propos, mais pour ouvrir les yeux, et pour ouvrir les yeux des femmes elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cet aspect-là. Deuxième aspect, c'est le corps médical. Donc, on a bien compris, avoir mal n'est pas normal. Quand ce n'est pas normal, on consulte. On espère, avec tout le panel de professionnels de santé dont on dispose en France, pouvoir avoir accès à des personnes qui sont capables de faire un diagnostic. Mais le problème, et l'a soulevé Gisèle, on verra sûrement un petit peu après, c'est de savoir comment prendre en charge cette douleur. Et il n'y a pas que le corps médical qui soit susceptible, avec des médicaments, des techniques chirurgicales, de prendre en charge la douleur. Donc la douleur se prend en charge aussi avec d'autres intervenants, comme l'a très bien souligné Lisa, qui s'est fait beaucoup aider par un certain nombre de techniques. Et je pense que la deuxième notion qu'il faut retenir dans ce cadre de la douleur, c'est la multidisciplinarité. Je crois que vraiment là, nous avons affaire aux deux aspects, aux deux volants. Il ne faut pas que les femmes soient désespérées quand elles continuent d'avoir mal et qu'on n'arrive pas à les prendre en charge. Il faut commencer par la case médicale. Il faut que les médecins soient ouverts à leurs questionnements et soient attentifs au fait qu'on ne renvoie pas chez elles une femme qui continue d'avoir mal comme ça. Et il faut aussi pouvoir s'aider de techniques qui ne sont pas des techniques que nous avons apprises dans nos cadres universitaires. Donc on est tous là ensemble pour les aider. Voilà ma petite intervention. Et je ne sais pas qui je laisse la parole, parce que là, je suis... On va continuer les questions-réponses. Je crois... Alors d'abord, j'encourage tous ceux qui nous regardent à bien vouloir passer leurs questions pour qu'on puisse les passer à nos intervenants. Et puis, moi, j'aurais voulu repasser un peu la parole à Gisèle, parce que pour avoir un peu travaillé avec les associations de malades, douleur égale tramadol. Et souvent, on se retrouve avec des personnes, en particulier dans le cadre de l'endométriose, avec des personnes qui sortent d'une consultation de médecin avec un antalgique, et puis c'est tout. Et j'aimerais que vous passiez un message un peu aux confrères pour leur dire peut-être qu'il ne faut pas s'arrêter là quand même. Oui, alors je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a un peu changé c'est peut-être une expérience personnelle, Olivier, mais en pratique, on fait quand même attention au tramadol, qui est quand même un opioïde. Mais par contre, quelquefois, on peut avoir recours aux opioïdes. Voilà, je pense qu'il faut savoir choisir entre les deux. En pratique, je pense que ce qui a été abordé, c'est important. C'est-à-dire, c'est la vue du médecin généraliste qui va prendre en charge en première ligne. Et dans la première ligne de la prise en charge de la douleur, on n'a pas une pharmacopée qui est très très large, surtout en France. On est quand même très très limité dans ce qu'on peut donner comme médicaments. Mais donc je ne vais pas rentrer dans toute cette démarche qui est vraiment graduelle, en allant du paracétamol jusqu'aux opioïdes forts, voire à des médicaments encore plus forts, mais qui ne sont à ce moment-là donnés que dans les structures de douleur chronique. Donc là, on est dans l'extrême. Il y a tout ce que vous avez dit sur le non pharmacologique. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, en France, on est vraiment en train... On a beaucoup avancé sur la prise en charge non pharmacologique de la douleur, avec la synergie médicaments, non médicaments. Et on parle aussi de médecine intégrative dans certains hôpitaux, où on veut vraiment partir, par exemple à Bordeaux, il y a une structure qui est très très intégrée, où on a le médicament, mais aussi toutes les techniques non pharmacologiques. Et bien sûr, il faut essayer d'éviter d'aller vers l'opioïdothérapie systématique. Et je pense que les confrères aujourd'hui le savent bien et savent quand même peser ce point-là. Le problème aussi revient à ce que Christelle disait, c'est sur la formation des médecins. La formation des médecins à la douleur. Parce que finalement, de rien du tout comme formation, on est quand même passé à quelques heures par an, ça progresse. Aujourd'hui, les jeunes étudiants qui sortent, les jeunes internes, ont entendu parler, par exemple, de la fibromyalgie ou de l'endométriose. Je ne dis pas qu'ils sauraient le prendre en charge, mais au moins ils en ont entendu parler, alors qu'il y a 10 ans, la fibromyalgie, personne ne connaissait ça à la sortie des études de médecine. Donc, et qui pose les mêmes problèmes que l'endométriose, avec une errance médicale, etc. Et puis, je pense qu'il y a le dernier point aussi, et ça j'ai beaucoup apprécié dans votre témoignage, c'est ce que vous nous avez dit, c'est sur l'acceptation du patient. C'est-à-dire qu'à un moment, le patient doit être aussi dans cette démarche de se dire j'arrête de cette course au traitement, comme vous nous avez dit,
Et je ne sais plus votre expression, mais c'était « j'écoute mon corps », un peu en quelque sorte. Alors, c'est difficile quand on a une douleur chronique, mais c'est un point vraiment très important. Dans les structures douleurs chroniques, parce que notre territoire français, on a beaucoup de structures chroniques qui vraiment nécessitent souvent d'avoir ce lien de filière et de lien avec, pour l'endométriose. Et je pense que là, tout ce tissu est très très important. Mais à un moment, le rôle du patient n'est pas négligeable. Et dans les structures douleurs chroniques, on ne promet pas zéro douleur. Donc il y a vraiment une alliance thérapeutique avec le patient. On peut alléger la douleur, mais ça ne sera pas zéro douleur. Et donc le patient a aussi cette démarche à faire. Et je trouve que ça, c'est un très gros progrès qui se fait depuis 5 à 10 ans. Et je trouve que dans ce parcours de soins des patients, pris en charge par le médecin généraliste, qui a le droit aussi de ne pas savoir, parce que ça peut être complexe, hein, un patient qui arrive avec des signes d'endométriose ou des signes de fibromyalgie, parce que toutes ces comorbidités sont souvent très liées, hein, et ensuite référer le patient à d'autres structures ou à un spécialiste, on n'est peut-être pas très performant encore, mais l'HAS travaille aussi beaucoup dans ce domaine pour essayer d'avancer sur le parcours de soins. Et je pense qu'on progresse, il y a encore à faire, mais je veux vraiment souligner le rôle du patient qui est vraiment acteur, beaucoup plus acteur aujourd'hui qu'il ne l'était auparavant. Elisabeth, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais poser une question à chacune. Je voulais, puisque nous avons un webinaire qui est aussi destiné aux personnes qui sont avec nous et qui ne sont pas forcément du corps médical, je voulais demander à Christelle, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à une jeune femme ou une jeune fille qui se plaint de douleurs de règles pour savoir comment on peut orienter vers un éventuel diagnostic qui pourrait faire évoquer une endométriose? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a maintenant un afflux de jeunes femmes qui viennent vous dire j'ai mal pendant mes règles, donc je dois avoir une endométriose. Et qu'est-ce qu'on donnerait comme conseil sur le plan clinique ou d'information tout simplement? À quel moment une jeune femme peut penser qu'elle bascule dans l'endométriose? Donc, toutes les douleurs de règles ne sont pas de l'endométriose. Quelles sont les petites choses qui vont nous y faire penser? Tout d'abord, en général, les douleurs de règles dans l'endométriose, elles n'arrivent pas dès les premières règles. Elles arrivent petit à petit, puisqu'on a dit que ce sont des cellules qui vont se mettre dans l'abdomen. Il faut le temps qu'elles se développent. Donc, on distingue les douleurs de règles, les dysménorrhées primaires qui arrivent dès les premières règles, de l'endométriose où les douleurs arrivent plutôt plus tard, dans l'adolescence. Et plus, par contre, ces douleurs vont crescendo, puisque moins il y a de traitement et plus il va y avoir de règles, plus il va y avoir de lésions et plus il peut y avoir de douleurs. Donc c'est plutôt décalé par rapport aux premières règles et gradué en intensité. Et puis on va aller chercher les autres symptômes qui peuvent y faire penser. S'il y a des lésions urinaires, digestifs ou d'autres choses, on va avoir des symptômes associés. Donc par exemple, avoir des diarrhées à chaque fois qu'on a ces règles, ça peut faire évoquer une lésion sur l'intestin. Donc on va chercher tous les autres petits symptômes à côté qui peuvent y faire penser. On sait aussi qu'il y a un terrain familial. Donc si la mère est connue comme étant en ayant de l'endométriose ou sa sœur, on peut être plus susceptible à faire de l'endométriose. Donc s'il y a ces symptômes et surtout des douleurs de règles qui ne cèdent pas avec on va dire les antalgiques de base de niveau 1, c'est-à-dire le paracétamol, que ces douleurs sont intenses et entraînent un absentéisme scolaire ou un absentéisme professionnel, c'est anormal et on doit consulter soit son médecin traitant, soit son gynécologue médical, soit sa sage-femme, pour commencer à investiguer et chercher ce diagnostic. Mais on peut aussi mettre le traitement dès le début, sans attendre les examens, puisque le but est de soulager les symptômes et éviter l'aggravation de la maladie. D'accord, merci. Et je voulais demander à Gisèle,
qu'elle nous parle de la différence d'efficacité des antalgiques entre les hommes et les femmes. Alors vous avez bien soulevé le fait que jusqu'à il y a encore peu, les essais cliniques étaient faits essentiellement sur des effectifs masculins, ce qui au regard de la douleur n'est pas tout à fait justifié, puisque je pense qu'on est quand même à part égale, voire pire. Mais est-ce qu'on a des éléments pour penser que les antalgiques dont nous disposons actuellement et tels qu'ils sont dispensés, c'est-à-dire les posologies, la durée de traitement, etc., sont aussi efficaces chez les hommes que chez les femmes? Ça, c'est une question vraiment très, très importante sur laquelle nous, on travaille depuis quelques années. En pratique, il y a très peu de données sur ce point, qui est pourtant essentiel. Il y a 2 points qui sont essentiels. C'est est-ce que les traitements antalgiques sont plus efficaces et ont moins d'effets indésirables chez l'homme ou chez la femme, et est-ce que ça évolue, cette variation, au cours de l'âge. Donc c'est 2 questions qui sont importantes dans ce qu'on dit aujourd'hui entre l'adulte et entre l'âge adulte et la ménopause. Donc il y a eu pas mal de papiers qui ont montré d'un côté que chez les femmes c'est plus efficace, il y a plus d'effets indésirables, et puis d'autres papiers qui ont montré que c'était pareil. Il y a eu une grosse étude, certainement c'est la plus grosse étude, la plus grosse méta-analyse qui a porté sur les opioïdes, avec les morphiniques, en pré- et post-opératoire, regarder l'évolution. Donc il y a eu beaucoup de papiers qui ont été publiés qui ont montré des choses complètement différentes. Et la méta-analyse a recentré tout ça il y a 2 ans en disant finalement, il y en a autant d'un côté que de l'autre. Donc c'est pareil. Je n'en suis pas si convaincue moi-même, mais néanmoins, il y a très peu d'études finalement qui arrivent à le montrer. On a pensé qu'au cours du temps, chez les femmes âgées, elles pouvaient avoir besoin de moins d'antalgiques, par exemple, au décours d'une opération. D'autres papiers ont montré le contraire. Donc on reste quand même sur une interrogation liée à peut-être tout simplement l'imprégnation œstrogénique, mais ça c'est encore la question qui reste. Donc aujourd'hui, on ne peut pas conclure sur ça. On ne peut pas dire si la posologie, si la durée de traitement, si les effets indésirables sont différents chez un homme ou chez une femme. Ce qu'on pense quand même, c'est que les effets indésirables peuvent être plus fréquents. Mais un point important, c'est que souvent, comme vous connaissez bien puisque c'est votre domaine, les polymédications qui vont avec ne sont pas prises en compte. Donc en fait, on sait que chez les femmes, il y a plus de consommation de médicaments. Chez les femmes qui vieillissent, souvent, il y a plus de médicaments que chez les hommes. Donc il y a aussi ça. Donc en fait, toutes les interactions médicamenteuses possibles qui pourraient interférer avec l'efficacité, on parlait du tramadol et de ses métabolites actifs ou non, finalement, on ne sait pas. Donc ça n'a pas été vraiment étudié. Mais ça, c'est un point, je pense, qui est vraiment très important. Avec une consommation d'antidépresseurs plus fréquente chez les femmes que chez les hommes, qui peuvent elles-mêmes, par le métabolisme hépatique pour leur efficacité, qui peut moduler aussi la douleur, en particulier la douleur neuropathique, qui touche plus les femmes que les hommes. Donc vous voyez, on est un peu dans ce contexte. Donc il y a encore beaucoup de travail. Donc on ne sait pas. Donc aujourd'hui, on ne peut pas adapter la posologie si on est un homme ou une femme. Par contre, on l'adapte souvent en fonction de l'âge. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, on a une question du public, justement sur les autres techniques que les techniques purement médicales. Quelqu'un nous pose la question de savoir quelles sont les techniques complémentaires de la médecine conventionnée dont vous parlez pour gérer la douleur, hypnothérapie, acupuncture, etc. Vous en pensez quoi, Gisèle ? Alors, je pense qu'on a beaucoup progressé aussi. Le gros problème de toutes ces techniques, c'est que souvent, c'est difficile de les comparer à un placebo ou à une liste d'attente ou à une autre technique. C'est très difficile parce qu'il n'y a pas d'aveugle. Donc on sait très bien si on fait relaxation versus hypnothérapie, le patient sait. Néanmoins, beaucoup d'études quand même faites de manière beaucoup plus large sur des grandes populations de patients ont montré leur efficacité. Peut-être pas chez tout le monde. Là encore, on n'a pas pu encore phénotyper les répondeurs à l'hypnothérapie ou les répondeurs à la relaxation. On sait très bien que certains patients ne vont pas répondre à certaines techniques non pharmacologiques. Mais aujourd'hui, dans toutes les recommandations, c'est un plus. Et donc, vous avez parlé d'hypnothérapie, ce n'est pas tous les centres et ce n'est pas toutes les personnes qui ont accès non plus.
Il y a l'acupuncture, il y a toutes les techniques de relaxation, et il y en a beaucoup. Hein. On a aussi dans les centres antidouleurs tout ce qui concerne l'aromathérapie, toutes les techniques aussi physiques. Hein. Donc il y a vraiment tout un panel de possibilités. Pour les patients à domicile, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un côté financier, parce que tant qu'on est dans un système où on a un remboursement hospitalier dans une prise en charge globale, mais quand on sort de ce système, il y a quand même ce point financier que là aussi on peut avoir des difficultés. Et on sait très bien que, par exemple, dans les centres antidouleurs, nous avions fait une étude il y a quelques années avec des collègues de Montpellier, les personnes les plus précaires, c'est souvent les femmes qui sont autour de la quarantaine et qui ont des enfants en bas âge et monoparentales. Donc on se retrouve en fait dans une population de femmes qui peut être fragilisée, et si elle n'a pas accès aux techniques non pharmacologiques, et s'il faut payer, elle peut quelquefois ne pas le faire. Mais la synergie entre les deux, oui, elle est recommandée par toutes les sociétés savantes de la douleur, en synergie quand on peut le faire. Voilà. Mais ça ne marche peut-être pas chez tout le monde. Mais certainement, on a montré, il y a eu beaucoup d'études avec l'IRM fonctionnel qui ont montré que aussi bien le placebo a un effet au niveau central, mais l'hypnothérapie a un effet, l'acupuncture a un effet. Donc oui, il y a des effets antalgiques, et même si c'est placebo, je trouve que c'est quand même positif. Je voulais juste parler de ce que Lisa a fait dans son travail, en dehors de son travail personnel, puisqu'elle a produit donc un livre. Il y a, à la fin de son livre, elle a recensé un certain nombre de structures. C'est très intéressant. Moi, j'ai découvert des choses, sincèrement. Merci, Lisa. Des techniques et des lieux, enfin, pas spécifiquement des personnes, mais c'est un listing de techniques dont vous avez entendu parler, ou pour certaines, vous les avez testées vous-même, et qui permettent à des personnes qui sont dans la difficulté d'avoir trouvé une bonne thérapeutique de pouvoir s'y intéresser, se renseigner, et éventuellement se tourner vers ces techniques, effectivement. Ouais, ça, c'est très bien. Moi, ce que j'aime bien dans les techniques un peu alternatives, c'est justement par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ce qui inclut le patient. L'acupuncture, l'hypnothérapie, je trouve ça très intéressant, mais encore une fois, c'est demander aux praticiens de faire le travail à notre place. Je trouve que ce qui est intéressant dans les autres techniques, c'est les techniques où on a un rôle à jouer. Moi, j'ai vu à Londres une traumathérapeute avec qui on faisait des techniques où je revivais des expériences traumatiques pour essayer justement de les évacuer. Et là, il y a quelque chose où vraiment on s'empare de la guérison, et en fait, on se replace au centre, et ça donne énormément de force, en fait, ça en pouvoir énormément. Et je pense que ça, dans la solitude dans laquelle on se trouve quand on ressent des douleurs chroniques, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui fait beaucoup de bien, je pense, d'un coup de se sentir utile et... Oui, vous reprenez la main, quoi. Et actif, pour reprendre la main. Tout à fait. Alors, on va arriver à la fin de cette partie. Juste, je voudrais poser la question à Christelle avant de clore. Vous, l'apport des techniques complémentaires, qu'est-ce que vous en pensez, en particulier dans l'endométriose ? Je rejoins complètement les deux intervenantes précédentes. On l'a dit, l'endométriose, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Tout ce qui peut améliorer la qualité de vie, il y a besoin de soins. Attention, il y a une pathologie, il y a besoin de soins. Mais tout ce qui peut améliorer la qualité de vie et le moral et l'implication de la patiente dans sa prise en charge est positive. Et toutes les techniques qu'on a évoquées là, mais le yoga, la kiné, l'ostéothérapie, il y a tout et tout ne convient pas à tous. Donc il faut trouver les bonnes choses au bon moment, le bon timing, en fonction des projets. C'est aussi le moyen peut-être aussi d'inclure le mari parfois dans la prise en charge, de partager des activités sportives, des activités de groupe. Il y a un gros travail aussi des associations de patients pour aider dans le soutien et l'accompagnement psychologique. Donc vraiment, moi je suis à 100%. Il ne faut pas oublier le soin, parce qu'il y a une vraie pathologie, et négliger le soin peut être délétère pour la patiente et pour sa fertilité à venir éventuellement. Mais c'est complémentaire. Merci Christelle pour ces mots qui seront les mots de la fin de cette première partie. On doit avoir maintenant les parties numéro 2 et 3.
Et je vais appeler tout de suite, vraiment merci encore une fois de votre participation, c'était passionnant. Et je vais appeler tout de suite Geneviève Plubureau et Éléonore Bleuzen, et puis Richard Villet également. Je me sentirai moins seul comme ça une fois que Richard nous aura rejoint. Voilà, on va aborder maintenant les parties 2 et 3 de notre webinaire. La première partie porte justement sur la question de la ménopause. Et Geneviève va nous expliquer beaucoup de choses sur justement cette période de la vie des femmes. Et puis ensuite, on parlera avec Éléonore Bleuzen, qui est sage-femme. Et Éléonore va nous apporter son point de vue sur la prise en charge des femmes en 2024 et le rôle qu'ont les sages-femmes justement sur le terrain pour les prendre en charge. Geneviève, tout de suite, à moins que Elisabeth veuille faire un... Elles ont été présentées? Non. Alors, elles sont présentées derrière. Elles sont présentées sur... Donc Geneviève Plubureau, qui est professeure de gynécologie médicale et chef de service à l'hôpital Cochin à Paris. Et c'est une très grande spécialiste de l'endométriose. Et on a un grand plaisir à la recevoir ici aujourd'hui. De la ménopause, je me merde, de la ménopause. Et on a un grand plaisir à la recevoir aujourd'hui, puisque sa carrière a été essentiellement tournée sur cette pathologie. Elle a développé un certain nombre de techniques, enfin on va dire, c'est pas une technique médicale, mais enfin des approches, voilà, de cette pathologie qui concerne quand même toutes les femmes et qui mérite une place d'honneur aussi dans nos cycles de débat sur la santé des femmes. Merci Geneviève. Merci beaucoup Elisabeth. Donc la ménopause, c'est un phénomène physiologique normal et inéluctable dans la vie des femmes. Elle est le plus souvent naturelle, elle peut être iatrogène. On a parlé d'endométriose, donc on peut être effectivement ménopausée de façon précoce parce qu'on va enlever les 2 ovaires. Alors ce phénomène qui était initialement pensé comme spécifique de l'espèce humaine a été aussi décrit chez quelques mammifères marins, les orques principalement, les belugas, et puis très récemment un papier dans Science qui a montré que certains chimpanzés avaient une ménopause, c'est les chimpanzés ngogo. Et puis je crois qu'il y a aussi certains insectes, mais là c'est moins clair. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un trait génétique commun à tous ces mammifères ou est-ce que c'est un phénomène plutôt de sélection des individus les plus robustes qui vont avoir une espérance de vie plus grande? Et c'est ce qu'on appelait l'effet grand-mère, c'est-à-dire qu'on est là pour éduquer les générations plus jeunes. Alors, si on vient aux femmes avec l'accroissement de l'espérance de vie, Richard me demandait avant qu'on commence combien il y a de femmes ménopausées en France. En 2020, c'était à peu près 14 millions. Alors, avec l'espérance de vie qui est environ, chez les femmes en France, c'est 85 ans, un petit peu plus, et ben, on va passer un tiers de notre vie dans cette période de ménopause. Donc, il faut que ça soit une période de vie avec une qualité de vie quand même acceptable, et puis essayer de minimiser toutes les pathologies qui vont survenir, les pathologies du vieillissement chez les femmes. Alors, je voulais faire un point aussi sur la période qui précède la ménopause, qu'on appelle la périménopause, parce que certaines femmes vont déjà avoir des symptômes du syndrome climatérique. Pourquoi ? Parce que c'est une période où on a des troubles du cycle, des troubles, des variations des hormones, et donc de temps en temps, les ovaires vont s'arrêter, puis ils vont repartir. Et donc, on va avoir des périodes où on va avoir des bouffées de chaleur, et puis elles vont s'arrêter. Et puis, quand on sera vraiment ménopausé, c'est-à-dire que ça va s'arrêter de façon définitive, on peut avoir un certain nombre de symptômes qu'on classe, nous, dans le syndrome climatérique. Et donc, c'est les classiques bouffées de chaleur qui sont nocturnes principalement, et donc qui s'accompagnent de sueurs nocturnes, de troubles du sommeil. Et ça, c'est un peu catastrophique, entre guillemets, quand elles ne sont pas prises en charge, parce que on ne dort pas une nuit, on ne dort pas 2 nuits, 3 nuits, et puis on est très fatigué. Ça s'accompagne aussi de troubles de l'humeur,
qui peuvent confiner à la dépression. Et donc, on a des patientes qui vont être déprimées au moment de la ménopause, alors qu'un traitement, on parlera peut-être un petit peu des traitements après, les traitements œstrogéniques vont complètement prendre en charge cette ménopause, alors que des patientes vont avoir aussi une errance diagnostique et peuvent faire appel à des traitements antidépresseurs. Alors, les bouffées vasomotrices, c'est pas pour toutes les femmes, mais c'est quand même près de 80% des femmes qui vont avoir des symptômes de ménopause. Il y a des belles études, et notamment françaises, qui ont montré que presque 93% des femmes auront 2 symptômes de ce syndrome au moment de la ménopause. Alors, il y a des femmes qui vont absolument avoir aucun symptôme, puis ça va s'arrêter d'un seul coup. Et là, ces femmes sont plutôt chanceuses parce qu'elles auront notamment pas trop de bouffées de chaleur. Mais c'est quand même pas la majorité des femmes. Alors, dans le syndrome climatérique, il y a aussi des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Voilà, c'est les grands champs. Les femmes qui n'auront pas de bouffées de chaleur, elles vont quand même à un moment avoir, comme elles n'auront plus d'estrogène, ce qu'on appelle le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Elles auront forcément une sécheresse vaginale et tout ce qui s'accompagne comme désagrément de cette sécheresse vaginale, notamment au moment des rapports et tout ce qui entoure la sexualité. Donc les estrogènes ont bien sûr un rôle fondamental pour la reproduction, mais ils sont impliqués quand même dans la plupart des métabolismes et dans le développement et l'évolution de différentes pathologies. Avant la ménopause, je pense que une pathologie qui est très où les hormones sont très impliquées, c'est le lupus chez les femmes. Et puis, il y a quand même toutes les pathologies carcinologiques. Le cancer du sein, c'est le cancer hormonodépendant par excellence. Mais il y a aussi tout ce qui est osseux. À la ménopause, on va diminuer sa densité osseuse et donc on va avoir un risque de fracture par ostéoporose. Pas toutes les femmes, mais la diminution de la densité osseuse, ça c'est pour toutes les femmes et à un niveau plus ou moins important. Il y a des phénomènes neurodégénératifs, ça c'est un tout petit peu plus compliqué. Et puis tout ce qui est cardiovasculaire. Je rappelle que la première cause de mortalité en France chez la femme, c'est les pathologies cardiovasculaires. Et donc, il est important au moment de la ménopause, je pense que c'est une étape très importante pour faire un bilan vraiment général. Et on va voir que tous les acteurs de la santé sont impliqués justement pour essayer de minimiser l'apparition de ces pathologies, qu'elles soient osseuses, qu'elles soient cardiovasculaires ou carcinologiques. C'est vrai que pour tout ce qui est carcinologique, on a un dépistage de cancer du sein qui marche relativement bien, même si il pourrait s'améliorer. On n'a pas de dépistage systématique des pathologies cardiovasculaires, alors que c'est la première cause de mortalité. Et on n'a pas de dépistage de l'ostéoporose systématique. Donc je pense que le dépistage des pathologies cardiovasculaires, c'est vraiment un champ à développer au moment de la ménopause. Alors c'est vrai qu'on milite, nous, pour qu'il y ait une consultation un petit peu longue, peut-être en périménopause, pour pouvoir aussi informer les femmes de ce qui va se passer à la ménopause, parce qu'on s'aperçoit que certaines femmes ne savent pas qu'elles vont avoir des bouffées de chaleur, ne savent pas tous les symptômes du syndrome climatérique. Et donc, je pense que c'est important de les informer pour savoir ce qui va se passer. Et puis, surtout, de faire un bilan complet cardiovasculaire, osseux aussi, quand on a un certain nombre de facteurs de risque, et bien sûr carcinologique pour dépister les pathologies, notamment le cancer du sein, parce que c'est le premier cancer chez la femme. Alors, ça rejoint une question qui a été posée par ceux qui nous regardent, justement, comment vous expliquez le fait que les femmes sont très peu informées, d'après la personne qui pose la question, justement sur la ménopause et sur les troubles périménopausiques, tout ce qui se passe au moment, tout ce qui va changer en
fin de compte, l'impression, c'est un peu de passer d'un état A à un état B sans être informé sur les différentes conséquences de tout ça. Alors, pourquoi en ce moment, il y a quand même un regain d'informations sur la ménopause grâce à tout ce qui se passe, peut-être dans d'autres pays où les femmes sont un peu plus proactives pour s'occuper de la ménopause. Je pense par exemple à l'Angleterre, hein, où il y a vraiment un médecin qui s'est occupé et qui est allé jusqu'à vraiment aux plus hautes autorités, notamment au Parlement anglais, pour essayer de faire mieux prendre en charge la ménopause. Et on s'aperçoit que les femmes en France, il y a à peu près 6% des femmes qui sont traitées, alors que 80% des femmes ont des bouffées de chaleur, alors qu'en Angleterre, c'est presque 50% en 2024. Donc je pense qu'il y a un manque d'informations important, et puis aussi peut-être un petit dédain en disant la ménopause, c'est un phénomène naturel, pourquoi s'en occuper ? Alors que c'est quand même une étape importante de la vie des femmes. Vous avez parlé tout à l'heure de traitements, en particulier traitements hormonaux de la ménopause, mais comment peut-on également prendre en charge les conséquences de ce traitement, qui peuvent avoir des effets secondaires, et donc pour les femmes, je pense que c'est très important. Absolument. Donc en fait, il faut expliquer la balance bénéfice-risque de ce traitement. Et en France, on a un traitement que tout le monde appelle dit à la française, qui est un petit peu particulier. Elisabeth parlait des travaux que nous avions réalisés sur ces traitements. C'est la France qui a inventé l'estradiol délivré par voie transdermique. L'estradiol, je dis bien parce qu'en contraception, c'est différent. En gel ou en patch. Donc il y a eu des études qui ont montré que ce traitement était tout à fait neutre sur les maladies veineuses thromboemboliques, qui sont une des parties de la balance bénéfice-risque de ce traitement, alors que la voie orale augmente ce risque. Et puis, il y a un certain nombre d'études qui ont montré que lorsqu'on donnait ce traitement assez tôt après la ménopause, on diminuait le risque de cardiopathie ischémique. Et donc ça, c'est quand même un pan de ce bénéfice qui est très important, puisque la mortalité des femmes, la première cause de mortalité, ça va être les cardiopathies ischémiques ou les accidents vasculaires cérébraux. D'autres études ont montré aussi une certaine neutralité de cette voie transdermique sur les accidents vasculaires cérébraux ischémiques. Donc, en fait, on explique aux patientes la balance bénéfice-risque. D'autres études ont montré que sur certains cancers, notamment les cancers digestifs, colorectal, on avait une diminution de ce risque. On a une petite augmentation du risque, mais avec nos traitements à la française, on voit cette augmentation au bout de 5 à 10 ans d'utilisation, lorsque le traitement est associé à la progestérone naturelle. Or, il y a un certain nombre d'études nord-américaines, puisque les traitements dans d'autres pays sont différents, font appel à d'autres estrogènes utilisés par voie orale et à d'autres progestatifs qui sont probablement délétères sur le plan vasculaire. Et donc, il y a une grande différence entre ces traitements. Et donc, la balance bénéfice-risque est très importante à évaluer. Évidemment, il y a des femmes qui ont des contre-indications à ce traitement. Et donc, on va faire appel à d'autres thérapeutiques. Et j'ai beaucoup apprécié la première partie de ce webinaire sur les douleurs, parce que ça fait appel aussi à d'autres techniques, et notamment des techniques telles que l'acupuncture, l'hypnose, où on sait qu'il y a des études, on peut dire, qui ont démontré, puisqu'il y a des placebos, enfin c'est un peu plus compliqué de faire des études vraiment avec placebo dans ces contextes de prise en charge non pharmacologique des bouffées de chaleur, mais elles ont démontré que c'était efficace. Donc il y a des alternatives possibles, donc pour tout profil de femme en fait, sachant que lorsqu'on n'a pas de contre-indication à une estrogénothérapie, c'est quand même le traitement le plus efficace en première ligne. Alors là, on est quand même dans la médecine un peu sophistiquée, on va dire. C'est pas tout le monde n'a pas accès à votre savoir et à vos compétences.
sur le terrain, je dirais, de tous les jours, on va se retrouver avec des pharmaciens, des médecins, des sages-femmes, des infirmières. Est-ce que le niveau de formation, pour revenir à la question d'Elisabeth, justement, sur la formation des professionnels de santé, est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'on ferait pas bien éventuellement de leur apporter un support d'information supplémentaire? Alors, on a émis des recommandations qui sont diffusées assez largement. En France, il existe une société savante de ménopause qui s'appelle le GEMVI, c'est le groupe d'études de la ménopause et du vieillissement, qui a travaillé pendant presque 2 ans en collaboration avec le CNGOF, donc les gynécologues et obstétriciens français, pour émettre des recommandations justement sur la prise en charge de la ménopause et le traitement hormonal de ménopause. Donc ces recommandations sont assez largement diffusées. Il faut aller les lire pour être un petit peu au courant. Et je pense que la plupart des acteurs de santé peuvent avoir une place dans ce contexte de ménopause, notamment une place dans le dépistage en fait, des facteurs de risque pour pouvoir collaborer avec les acteurs de santé qui sont indispensables dans ce contexte. C'est forcément une prise en charge multidisciplinaire. Vous avez des contre-indications cardiovasculaires. Vous ne pouvez pas utiliser une œstrogénothérapie et donc vous allez faire appel à d'autres acteurs de santé pour la prise en charge de cette ménopause. Vous avez eu un cancer du sein, par exemple, l'estrogénothérapie, c'est impossible, et donc prise en charge par d'autres acteurs de santé sur la prise en charge des bouffées vasomotrices si elles existent. Voilà, donc je pense que la prise en charge multidisciplinaire est indispensable. Évidemment, lorsqu'il y a un traitement hormonal de ménopause qui va être prescrit, c'est effectivement un acteur médical, médecin généraliste ou gynécologue qui va pouvoir le prescrire. Mais je pense qu'en amont, le dépistage et la prise en charge et, je dirais, mettre les femmes dans des catégories de niveau de risque est probablement indispensable et ça, tout le monde est capable de le faire. Et peut-être aussi renforcer l'information, justement, parce que je pense que peu de gens savent que la première cause de mortalité chez les femmes, c'est les maladies cardiovasculaires. Oui, alors nous sommes des femmes françaises, je dirais latines. On a peur de nos seins, alors qu'on n'a pas peur d'avoir un accident vasculaire cérébral qui nous rendrait aphasiques ou hémiplégiques. Je pense que dans l'imaginaire des femmes, c'est vraiment le cancer du sein qui est... alors que les maladies cardiovasculaires ou l'infarctus du myocarde, c'est 7 fois plus, en termes de mortalité, c'est 7 fois plus important. Changer la vision des choses est un peu compliqué. Donc je pense qu'il faut diffuser vraiment cette information. Et surtout, on sait que quasiment la moitié des femmes vont avoir 2 facteurs de risque cardiovasculaire après 45 ans. Donc la prise en charge est vraiment indispensable. Elisabeth, une question? Ouais, merci beaucoup Geneviève. Je voulais te poser 2 questions. Une pour celles et ceux qui nous écoutent. Quelle est en moyenne la durée du traitement de la ménopause et quels sont les critères qui font qu'on arrête ce traitement ou qu'on n'arrête pas? Deuxième question, que se passe-t-il pour les 20% de femmes ou les 15% de femmes qui n'ont pas de signes climatériques? Elles sont quand même ménopausées. Ouais. Donc voilà, c'est mes 2 questions. Alors, la question de la durée est intéressante. J'étais aux assises de gynécologie à Lyon et la question qui m'avait été posée, c'est est-ce qu'on peut continuer le traitement après 60 ans? Voilà. Et en fait, on évalue la balance bénéfice-risque et dans toutes les recommandations actuelles, et notamment les recommandations nord-américaines qui viennent d'être publiées là en 2022, il y a une partie spécifique justement sur cette question de durée. Et en fait, quand on utilise les traitements dits à la française, et c'est clairement dit pour la première fois dans ces recommandations, la première étude qu'on a publiée, c'était il y a 20 ans, 2003 dans le Lancet, où on montrait que la voie percutanée était plus intéressante que la voie orale. Bon, les Américains ont mis 20 ans à nous rejoindre, à digérer. Bon, voilà. Et donc, ils mettent clairement que après 60 ans,
Et donc, s'il n'y a pas de facteurs de risque, donc on vérifie la santé cardiovasculaire, la santé osseuse et la santé carcinologique, bien sûr. Il faut switcher, si on avait une voie orale, vers la voie transdermique et utiliser la progestérone naturelle. Et après, on réévalue annuellement la balance bénéfice-risque. Donc, il n'y a pas de durée vraiment clairement établie. Les recommandations françaises disent la durée la plus courte pour soulager les bouffées de chaleur. Mais ça, voilà, on a des bouffées de chaleur. Au bout d'un mois, avec un traitement, elles vont disparaître. C'est pas pour autant qu'on va arrêter le traitement. Voilà. Donc c'est vraiment une balance bénéfice-risque. Sur le risque de cancer du sein, lorsque le traitement est utilisé, peut-être pas immédiatement après la ménopause, qu'on laisse vraiment les seins se transformer au moment de la ménopause. C'est mon maître Mauvais Jarvis qui nous inculquait ça dans nos staffs. Eh bien, dans l'étude E3N, une étude française, on montre qu'à 10 ans, après 10 ans d'utilisation, on n'a pas d'augmentation de risque de cancer du sein. Voilà, je pense qu'il faut informer les femmes quand même. Et puis celles qui n'ont pas de bouffée de chaleur, on fait un bilan, elles ont absolument aucun facteur de risque cardiovasculaire, leurs vaisseaux sont impeccables, elles ont une bonne densité osseuse, il n'y a pas de raison de les traiter, on va les surveiller. Elles ont une densité osseuse basse, elles vont perdre rapidement, on se pose la question effectivement dans la stratégie de prévention de l'ostéoporose, effectivement de laisser une place sur les traitements hormonaux de ménopause. Richard, je crois que tu as une question. Oui. Et puis après, très rapidement, c'est pour faire le lien avec... Juste pour te prévenir, Geneviève doit nous quitter dans oui, mais 3 minutes. Rapide, c'est une question qui rejoint la table ronde d'avant, c'est endométriose et ménopause. Ma question, elle est double, c'est-à-dire est-ce que les symptômes de ces dames dont on a parlé tout à l'heure vont disparaître à la ménopause? Et d'une autre côté, est-ce qu'on a le droit de donner un traitement hormonal et ça déclenche les douleurs après la ménopause chez ces femmes endométriosiques? Alors c'est une bonne question. Et je voulais aussi dire qu'il y a un certain nombre de papiers, et notamment dans l'endométriose, quand on fait des ovariectomies trop tôt, il y a un certain nombre de papiers qui montrent qu'il y a une augmentation des pathologies neurodégénératives et de la maladie de Parkinson. Ça, c'est assez récent et c'est des papiers d'un neurologue américain qui est à la Mayo Clinic et c'est extrêmement intéressant. Donc, dans l'endométriose, effectivement, la chirurgie, souvent, elle est un peu radicale. Et donc, la prise en charge de ces patientes est importante sur le plan hormonal. Et en fait, quand elles ont une hystérectomie et une ovarectomie bilatérale, donc on va les prendre en charge, nous. Et c'est la seule situation clinique où on va conserver l'association avec de la progestérone pour minimiser le risque de réactivation des foyers d'endométriose qui n'auraient pas été vus à la chirurgie. Et donc, on traite ces patientes. Alors, en général, on les traite avec des petites doses d'estrogène parce qu'elles ont une hypersensibilité œstrogénique. C'est un peu normal dans cette pathologie œstrogénodépendante, mais ça marche. Voilà. Et donc, si elles sont ménopausées de façon iatrogène, donc chirurgicalement, il faut les traiter parce qu'on sait que quand on est ménopausé tôt, notamment avant 40 ans, à l'insuffisance ovarienne prématurée, on a vraiment une accentuation des pathologies du vieillissement et notamment cardiovasculaire et osseux. Donc, on traite ces patientes. Après, si elles ne supportent pas les estrogènes, il faut vraiment utiliser des toutes petites doses. Si elles ne supportent pas les estrogènes, on fait appel aux alternatives quand elles ont des symptômes climatériques. Geneviève, pour finir, est-ce que tu penses que, on vient d'entendre que l'endométriose est devenue grande cause nationale à juste titre, c'est un problème de santé publique. Là, nous avons affaire à toute la population féminine qui, à terme, sera ménopausée, qui représente un effectif extrêmement important de femmes. Est-ce que tu penses, à la lumière de ton expérience et de la façon dont cette évolution physiologique évolue avec le temps, qu'il pourrait s'agir d'une grande cause? Alors, je pense qu'il s'agit d'une grande cause. Voilà, le président de la République avait donné une interview longue dans un journal féminin
et avait confié à Florence Trémolière, qui est la présidente du GEMVI, une mission parlementaire sur la ménopause, donc information et prise en charge. Bon, avec ce qui se passe actuellement, voilà, est-ce que cette mission parlementaire va se poursuivre? Nous, on l'espère. Voilà, pour l'information des femmes et la prise en charge vraiment des femmes qui nous semblent vraiment trop peu importantes en France et qui mériteraient d'être augmentées. Il y a des trous dans la raquette encore. Absolument. C'est ça. Merci beaucoup Geneviève pour toutes ces précisions et ces informations qui sont essentielles. Voilà, je suis désolée de vous abandonner. Mais mais justement, merci encore vraiment d'avoir pu participer. Et puis on va en profiter pour passer la parole maintenant à Éléonore Bleuzen, qui est donc la présidente du Collège national des sages-femmes. Et Éléonore, dans cette approche pluridisciplinaire, justement, ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont les nouveaux rôles des sages-femmes et quel est le rôle que vous pouvez jouer sur le terrain pour améliorer la santé des femmes et en particulier sur toutes les pathologies qu'on a vues aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Je pense que c'était important et je suis un peu honorée aussi de clôturer un peu, d'être la dernière intervenante par rapport à tout ce qu'on a vu. Juste pour faire un rappel un peu sur la profession de sage-femme, les compétences médicales déjà sont partagées et ces compétences-là ont largement évolué depuis notamment 2009, où il y a eu donc des compétences en gynécologie, puis des compétences sur l'interruption volontaire de grossesse, à la fois médicamenteuse, puis plus récemment chirurgicale, des compétences en vaccination. Donc il y a eu quand même tout un champ de compétences médicales qui nous ont été confiées. Accès à des DU aussi, de façon plus importante, que ça soit l'échographie, justement tout ce qui est en lien avec la santé de la femme, l'endométriose, la fertilité. Donc c'est vrai qu'on a pu avoir des compétences beaucoup plus élargies et plus vastes que simplement l'obstétrique, et notamment la salle d'accouchement où on nous associe en premier lieu. Et puis de l'autre côté, on a eu aussi une évolution interne de la profession avec des volontés d'exercice qui ont été différents. Et maintenant, on a à peu près 30% des sages-femmes qui exercent en libéral, qui permet aussi cet accès facilité aux sages-femmes et justement les sages-femmes dans ce premier recours, en tout cas dans le paysage du premier recours. Alors je vous rassure, il y a toujours des sages-femmes aussi en hôpital et notamment dans les salles de naissance, parce que c'est le débat en ce moment. Ce qui est important en tout cas, c'est de comprendre, on a beaucoup parlé gynécologie en tout cas aujourd'hui, il y a l'obstétrique aussi sur les femmes en âge de procréer. Il y a à peu près 40% des suivis des femmes enceintes qui sont faits par des sages-femmes. Donc ça montre quand même l'importance aussi qu'on a dans l'organisation des soins. Pareil sur le suivi des échographies de dépistage en obstétrique, où les sages-femmes ont pris une part très importante. Sur les IVG médicamenteuses aussi. Donc on voit qu'on s'est vraiment inscrite maintenant dans le paysage. Je rappelle quand même qu'à chaque fois qu'une sage-femme... en tout cas propose des compétences en dehors, on va dire, de l'obstétrique où parfois elle est assimilée. Bien évidemment, elle se forme. En tout cas, les institutions nationales de sages-femmes et celles que je représente, bien évidemment, on invite à se former avant de présenter une nouvelle compétence, entre guillemets. Et surtout, mais parce que ça fait partie de notre ADN de formation et de notre ADN de la profession, toujours travailler en pluriprofessionnel. Et donc c'est pour ça aussi que je suis heureuse d'entendre que cette conclusion, en tout cas toujours de travailler en pluripro, est importante. Et je la réexprime ici, en tout cas c'est vraiment un point essentiel de notre activité. Dans notre quotidien, on ne peut pas travailler seul dans notre coin, c'est impossible. On est obligé de faire appel à des professionnels de santé, que ça soit plutôt l'expertise médicale pathologique, on va dire, que les médecins ont, que ça soit les pédiatres, que ça soit les gynécologues obstétriciens, ou alors se tourner vers d'autres alternatives, qui peut être les psychologues notamment, tout l'environnement aussi social de la femme. Je pense que ce qui est important dans tout ce qu'on a dit, c'est qu'est-ce qu'on attend quand on a une femme en face de nous en consultation. Bien évidemment, elle vient pour un motif, mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment de se dire, c'est cette femme-là, et ça a été dit notamment par la témoin, c'est une personne avec son histoire, avec son environnement. On a parlé beaucoup de médecine complémentaire. Moi, je pense que l'environnement, l'activité physique, l'alimentation, c'est déjà
prendre soin de sa santé. Et je pense que c'est important déjà d'en parler aussi au niveau des consultations. Et sur l'histoire de la ménopause, il y a quand même pas mal d'études aussi qui ont montré que avoir une meilleure alimentation, arrêter le tabac, avoir une activité physique permet aussi de diminuer notamment les troubles climatériques. Donc je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Bien évidemment, il y a la prévention et le dépistage des cancers quand on parle de la gynécologie, mais aussi, et je pense que c'est là où il y a quand même un gros trou dans la raquette, et ça a été dit par la témoin, c'est quand même la connaissance de soi et de son corps. Et je pense qu'en France, c'est tabou pour les femmes de connaître leur corps. Alors ça commence à évoluer, mais je pense que ça permettrait de lever des tabous et donc d'aller voir peut-être un professionnel de santé plus facilement et peut-être de ne pas passer tout de suite par la case soins médicaux ou traitements et de comprendre vraiment ce qu'elle ressent dans son corps. Et quand on parlait de douleur, effectivement, on a parlé beaucoup des femmes qui sous-estimaient leur douleur, mais il y a parfois aussi des professionnels de santé en fait, qui sous-estiment aussi cette douleur et qui ne font pas confiance aux femmes par rapport à ça. Donc voilà, je pense que l'expertise en tout cas qu'on peut apporter dans le paysage, c'est peut-être cette vision d'ensemble qu'on a sur la santé, avec vraiment la prise en compte de l'environnement de la femme. Et bien évidemment, par contre, d'avoir cet accès facilité. Alors dans le contexte actuel de démographie des professionnels, c'est pas forcément facile. Mais je pense que c'est une collaboration en bonne intelligence sur un territoire. J'ai la chance de travailler dans un territoire semi-rural où les médecins généralistes connaissent mes compétences. Donc, ils m'adressent très souvent des femmes pour l'obstétrique ou la gynécologie. Et les gynécologues aussi connaissent mes compétences. Donc, me disent, tu prends le premier recours et tu nous adresses vraiment tout ce que tu dépistes au niveau pathologie. Et on a comme ça un accès aux soins de proximité pour les femmes. Mais pour le coup, on a cette expertise médicale et j'ai de la chance d'avoir cette expertise médicale aussi facilitée, entre guillemets, et à côté dans mon exercice quotidien. Et je pense que c'est vraiment ça, en tout cas, qu'on peut retenir des débats qu'on a eus. C'est vraiment on parlait de soins gradués, c'est le cas en endométriose notamment. Et je pense que pour l'ensemble de la gynécologie, ça devrait être le cas. C'est le cas en obstétrique. Les ROCO-HS le disent très bien, hein, le suivi A, le suivi A1, B, etc. Je pense qu'en gynécologie, on devrait en tout cas être amené à réfléchir à ça. Oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est un excellent témoignage de ce que un certain nombre de professions, comme la vôtre, adossées aux professions médicales, peuvent contribuer et peuvent aider au développement des soins primaires sur le territoire, sachant qu'on a quand même par ailleurs quelques difficultés pour avoir un maillage correct en ce qui concerne les professions médicales, pour le coup. Mais vous faites partie quand même des professions médicales, il ne faut pas l'oublier non plus en tant que sage-femme. Et que je trouve que cette granulométrie qui est injectée grâce à l'augmentation des compétences des sages-femmes dans le terrain de la gynécologie, de la prévention aussi, puisqu'il y a la vaccination dont on n'a pas encore parlé, mais qui est très importante et qui peut être faite par les sages-femmes, de la contraception aussi. Donc il y a en amont d'une grossesse, puisqu'on résume, comme vous l'avez dit souvent, le travail d'une sage-femme à un petit fœtus qui arrive et un bébé qui va naître. Et en fait, les compétences sont largement élargies, comme l'IVG aussi, comme vous l'avez rappelé, ce que je trouve particulièrement fondamental et intéressant, et pas souvent bien connu. Donc notre souci ici avait été de valoriser votre présence en tant qu'acteur de soins indispensable sur le territoire, en premier recours, comme vous l'avez expliqué, en bonne intelligence avec nos collègues médecins, quels qu'ils soient. Et on sait aussi que le retour que nous avons de nos patientes, et je crois qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus, sur le ressenti qu'elles ont des consultations avec des sages-femmes, qui en général sont un peu plus longues qu'avec des obstétriciens ou des médecins qui sont sous pression temporelle, les satisfont grandement par l'écoute et le temps que vous prenez auprès d'elles pour répondre à leurs questionnements, leurs inquiétudes ou leurs appréhensions. Donc un grand merci pour ce témoignage et merci aussi d'être parmi nous pour les soins quotidiens sur tout notre territoire. Alors, moi j'ai une question, c'est le fait de faire partie de cette, on va dire, de cette équipe pluriprofessionnelle, est-ce que c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, intéresse les jeunes de la profession ou est-ce que c'est quelque chose... bon, il va falloir faire avec, mais voilà. Si on n'a pas de gens passionnés pour aller descendre dans les territoires, on va dire, descendre étant un terme très parisien,
on n'aura pas justement cette chance d'avoir cette équipe pluriprofessionnelle dont parle Elisabeth autour des femmes, pas simplement des patientes, et de bénéficier donc de toute cette prise en charge qui est aussi bien de l'information, du traitement, et puis des actes comme la vaccination et tout ça. Alors pour le coup, j'ai envie de dire, si on veut bien faire notre travail en tant que sage-femme, on n'a pas le choix de toute façon de travailler en pluripro. C'est inculpé en fait dès nos études. On a la chance en fait d'avoir des études avec des formations à la fois par des sages-femmes bien évidemment, mais par des médecins de tout type, des psychologues, enfin des assistantes sociales aussi, enfin vraiment l'ensemble des acteurs de santé du social et du sanitaire avec qui on peut travailler sur le terrain. Donc je pense que déjà ça c'est une première chose, c'est que on est formé dès le début en tout cas à travailler de manière pluripro. Après on a, je pense comme l'ensemble des jeunes professionnels de santé en tout cas, on n'a plus envie de cet exercice isolé. Donc pour le coup, que ça soit maison pluridisciplinaire ou que ça soit les CPTS, en tout cas si on élargit un petit peu plus le réseau, c'est quelque chose en tout cas qui plaît. Après, il faut aussi être moteur dans cet exercice pluripro. Et donc oui, ça demande du temps et peut-être c'est là où il y a encore peut-être des efforts à faire sur la valorisation en fait, de ce temps de coordination. Parce que je passe pas une journée en tout cas à ne pas informer des médecins, d'autres acteurs de soins sur des prises en charge. Et notamment, je pense que une des choses importantes, c'est d'informer, par exemple, le médecin traitant sur le suivi gynécologique, par exemple, sur le résultat du frottis, sur la mammographie, sur le fait qu'on l'ait peut-être adressé vers un professionnel gynécologue, notamment parce qu'on a découvert quelque chose, enfin, on a dépisté en tout cas quelque chose qui mérite expertise. Donc ça demande du temps. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire, en tout cas, de ce sens-là. Récemment, il y a le dispositif sage-femme référente pour les grossesses qui a été mis en place, qui permet en fait à chaque femme de déclarer une sage-femme référente, qui permet justement à la fois, donc, normalement, de faire le suivi médical quand la sage-femme le peut, bien évidemment, du pré- et du post-natal, et de permettre justement cette coordination avec les professionnels, et dont un des objectifs, c'est informer le médecin généraliste. Donc je pense qu'il va falloir quand même développer de plus en plus ces dispositifs-là pour valoriser ce travail de coordination. Parce que ça prend du temps aussi, mais je pense qu'il est essentiel et il faut qu'on y aille. Donc, en tout cas, sur les jeunes générations, moi, je ne m'inquiète pas, je me considère encore jeune, mais je ne m'inquiète pas en tout cas sur cette envie de travailler en pluriprofessionnel. Et encore une fois, je pense que ça passe dès la formation. Donc, on sait qu'il y a pas mal de choses sur la formation des études de santé, notamment l'entrée en accès des études de santé. Mais je pense que le fait qu'on soit déjà plusieurs professionnels de différents secteurs à faire des formations, que ce soit aux pharmaciens, aux médecins, aux sages-femmes, aux paramédicaux, les infirmiers, les kinés, je pense que ça nous permettrait déjà d'avoir cette vision aussi pluriprofessionnelle, peut-être un petit peu plus tôt que de l'apprendre sur le terrain un peu tard, quand on se retrouve face au patient et on se dit « Ah mince, je dois l'adresser ou je dois orienter, qu'est-ce que je fais ?» Je pense que ça, c'est important. Richard, qu'est-ce que ça t'évoque, cette réflexion, cette évolution de la profession des sages-femmes? Je pense que c'est le problème éternellement de la poule et de l'œuf. Donc, si vous voyez, c'est la réforme de 83, mais on ne va pas revenir ici à expliquer les gens les études médicales, mais c'est vrai que le métier de gynécologie médicale pure, Madame Bureau, est un exemple tout à fait frappant. C'était l'école de Necker, de Mauvais-Jarvis, etc. Mais que vous savez qu'il y a eu des réformes, et donc on a supprimé, à un moment, on a failli supprimer complètement la gynécologie médicale au sens large du terme, parce que maintenant les gynécologues médicaux sont peu nombreux. Dans la région parisienne, ils sont 11 chaque année, ou 12, etc. Et ils sont surtout très endocrinologues, etc. Et donc je crois que le rôle des sages-femmes est très très important. Mais la remarque supplémentaire que je ferai, c'est qu'il faut peut-être, on vit la même chose en cancérologie, que les centres experts, et j'allais vous poser cette question, ouvrent leurs portes. C'est-à-dire ce qui est important pour les gens qui sont sur le terrain, c'est quand ils réfèrent, que les gens à qui ils réfèrent ouvrent leurs portes et disent oui, on peut le prendre. Et souvent, et c'est la même chose que je connais bien en cancérologie, c'est-à-dire quelqu'un a un problème, etc., mais le centre expert est tellement débordé qu'il ne le prend pas. Et donc il y a même des ARS qui seraient prêtes à s'engager de manière opposable pour dire si vous voulez avoir la qualification en tant que centre expert, vous devez vous engager vis-à-vis du terrain et donc vis-à-vis des niveaux 1, j'allais dire, qui n'est pas péjoratif, parce que je pense que le très important, c'est que le niveau 1 soit aussi bon que le niveau 3, mais à une échelle différente, à une graduation différente. Donc ça, c'est très très important et ça pourrait être opposable.
Ma deuxième remarque, je vais me retourner sur, tout à l'heure un peu sur Gisèle Pécric, je m'en excuse, mais je pense que quand quelqu'un vient vous voir en consultation, et j'ai moi-même enseigné donc, la douleur dans le cadre de la gynécologie dans le CHU Lariboisière, c'est très très important, surtout, il faut faire attention, et je me permets de rajouter ça à la fin, si vous voulez. Tout le problème, c'est de ne pas passer quand même à quelque chose d'organique. Donc malheureusement, Lisa n'est plus là pour en parler. Donc je pense qu'à l'inverse, il faut faire attention de ne pas étiqueter. Ça, c'est la force des centres antidouleurs de haut niveau, c'est qu'ils savent d'abord rechercher une cause somatique vraie. Parce que moi, j'ai vu, si vous voulez, des cancers du col erraient parce que j'ai mal au moment d'un rapport, et en fait, il y avait... Donc c'est pour ça que c'est très très difficile. Comment ces jeunes médecins qu'on forme arrive-t-il à comprendre, et j'ai bien aimé que tout à l'heure c'était un médecin qui était âgé, qui a finalement eu le bon diagnostic, donc arriver à comprendre qu'il y a des maladies organiques, il faut sûrement les éliminer. Il est invraisemblable, si vous voulez, de voir quelqu'un qui se plaint de douleurs du bas-ventre, etc., sans qu'on cherche vraiment ces fameuses cystites avec faire un ECBU. Enfin, je suis désolé de réinsister là-dessus. Premièrement, on élimine les choses organiques, et après, il ne faut sûrement pas les abandonner, et là, la tête et les jambes, c'est vraiment fondamental. Je voudrais vraiment revenir là-dessus, et c'est la force des grands centres antidouleurs, parce qu'ils ont bien compris, dans les centres antidouleurs, c'est pas normal d'avoir mal, certes, mais ça ne peut pas être que la tête, et c'est vraiment la tête et les jambes, et qu'il faut sûrement éliminer les jambes aussi avec la tête. C'était la mise en garde, je voulais dire, sur le premier débat, qui me paraît importante dans la conclusion. Donc si vous avez mal, c'est pas normal d'avoir mal, pour redire ce que dit Elisabeth, qui a raison, et c'est scandaleux de laisser les gens souffrir, mais il faut aller voir des gens, et c'est pas facile à former, des gens qui vont éliminer une cause organique sûrement, mais à ce moment-là, il faut s'occuper d'une cause, j'allais dire, psychosomatique au sens large du terme, parce que parfois, il y a des choses organiques qu'on ne sait pas traiter, et Mme Pécric l'a dit tout à l'heure, les cystites interstitielles avec un ECBU léger. Parce qu'à l'inverse, la deuxième partie de la douleur, c'est comment faire le lien entre il existe une lésion organique, mais est-ce que cette lésion organique est la responsable de la douleur? Et ça, c'est très 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 difficile, et notamment Estelle n'est pas là mais c'est tout le problème de l'endométriose. Moi qui faisais de la chirurgie et qui ouvrais des ventres, je voyais souvent de l'endométriose. Est-ce qu'à la fin de l'intervention, je devais dire à la dame, vous avez de l'endométriose? Ou est-ce que je ne devais pas le dire? Dans la mesure où elle ne s'est jamais plainte de sa vie de cette endométriose. Donc, je veux dire, on a fait, je crois, une table ronde qui est très importante et qui explique bien cette nécessité d'une prise en charge globale, avec l'aide de sages-femmes, avec des gens qui réfèrent. Et on fait un peu le monde idéal dans ces débats. Mais je crois que c'est important de le dire. Ça existe. Mais tant mieux. Mais c'est au quotidien, c'est souvent un peu difficile, de par la formation des plus jeunes, qui sont de plus en plus techniciens et pas nécessairement, et c'est les vieux qui font le diagnostic après. Voilà, c'était ma remarque un peu de conclusion sur l'ensemble de cette matinée que j'ai vraiment appréciée. Mais je crois qu'il faut faire le monde idéal parce que justement, je pense que la santé des femmes, c'est une question, comme on l'a dit plusieurs fois ici, éminemment politique. Et donc, si on la prend pas... Je suis très vexé qu'on ne parle pas de l'andropause quand même. Oui. Mais si on... Sur l'homme bientôt. Oui, je m'aperçois qu'il faudrait presque faire un cycle sur la santé des hommes. Pas en creux, mais parce qu'il y a visiblement des choses qui sont des choses aussi assez spécifiques. Mais cette question politique, je pense qu'il faut vraiment l'adresser. Elle s'adresse de plus en plus aux politiques et c'est tant mieux. Alors, je vais maintenant, Elisabeth, je vais vous repasser la parole parce qu'il est temps de conclure. On a déjà dépassé notre temps, ce qui prouve que le débat était tout à fait intéressant. Et donc, il faut qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Oui, bah alors je remercie une fois de plus à la fois les intervenants qui nous ont instruits sur un sujet qui est en général assez mal pris en charge, on l'a bien compris tout au long de ces témoignages et ces interventions, qui nécessitent plusieurs forces. Et moi je retiens le fait, du stéréotype de genre pour la douleur, qui me semble être particulièrement important, 2, la multidisciplinarité de la prise en charge, et je reviens bien évidemment sur les propos tout à fait cohérents et sages de Richard sur le fait qu'il y a une hiérarchie dans la prise en charge de la douleur et que après l'étape médicale, il y a d'autres étapes, on va dire paramédicales ou autres que médicales, qui peuvent aider ces femmes et il ne faut pas les négliger. Donc tout le champ, une fois le diagnostic posé, doit être exploré avec des patients qui vont être eux-mêmes les acteurs, comme l'a dit Lisa, de leur propre pathologie et reprendre les choses en main, parce qu'il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est le mot de paternalisme, et qui peut être tout à fait repris à son compte par un certain nombre de patientes qui se déchargent de leurs symptômes sur le corps médical, qui se trouve lui-même désarmé pour y répondre, et c'est une balle de ping-pong en permanence.
En ce qui concerne la ménopause, il me semble que le mot a été donné par notre experte, le professeur Geneviève Plubureau, à savoir qu'il s'agit quand même d'une situation qui concerne suffisamment de patientes dans notre pays pour qu'on puisse s'y pencher de façon plus éclairée, plus préventive, puisque là, il y a des problèmes de santé publique liés aux pathologies cardiovasculaires qui doivent être conjointement diagnostiquées chez ces femmes qui arrivent après leur vie reproductive et qui ont un long parcours avec nous encore à faire dans le cadre d'un bien-être, puisqu'on n'a pas dit le mot bien-être, mais qui faisait partie aussi de la définition de son intervention. Tout ceci pour conduire à un bien-être de ces femmes après leur période d'activité reproductive. Et enfin, l'énorme place et la contribution d'un acteur de la santé des femmes qui est bien connu pour les jeunes femmes en âge de procréer et qui sont de futures mamans, mais assez mal connu autour des soins de prévention, donc d'information, de vaccination, de contraception, la grossesse et le postpartum qu'on n'a pas évoqué ici, mais qui est une période très importante pour les jeunes mamans, souvent délaissées, dont nous reparlerons dans un webinaire qui sera le final, celui du mois de décembre, où nous parlerons spécifiquement du postpartum. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette journée qui, j'espère, a été riche. Notre prochain webinaire, comme le fait remarquer notre secrétaire général qui veille au grain, aura lieu le 4 juillet prochain et sera, lui, dévolu, puisque nous avançons dans l'âge, aux femmes du grand âge et leur spécificité à la fois médicale et médico-sociale. Femmes qui, ainsi qu'un peu la ménopause, sont un petit peu délaissées dans notre culture et qui, à mon avis, méritent aussi qu'on s'y penche de près et qu'on les accompagne. Donc nous espérons avoir une force de proposition lors du prochain webinaire pour ces femmes. Je vous remercie à tous, à très bientôt.